organiser d'autres webinaires sur le sujet de la finance durable afin de vous accompagner sur ce chemin ô combien important, mais très complexe. Donc comme le disait Lina, nous avons le plaisir d'accueillir, 2 avocates, du cabinet Allen & Overy, qui œuvrent au sein du département marché des capitaux et qui sont spécialisées en réglementation bancaire et financière, Delphine Marchand et Mia Dassas, que je remercie, pour leur présence aujourd'hui. Catherine Balançon, directrice de la conformité, et Tibal Kremers, directeur juridique de l'association, vont apporter leur éclairage sur les différentes problématiques que nous avons identifiées, avec le support de Lina, qui vient de vous dire un mot et qui est chargée d'études activités de marché chez nous. Donc nous commencerons par traiter de la gouvernance produit, puis de la commercialisation des instruments financiers, pour aborder ensuite les règles d'organisation et finir sur quelques-unes des évolutions à venir qui nous sont semblées particulièrement intéressantes à mentionner, mais qui évidemment sont loin d'être exhaustives. Voilà, écoutez, Delphine et Mia, je vous laisse entamer la discussion. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Alors pour la gouvernance produit, moi je vais me contenter, mais on a estimé que c'était quand même très utile avant de vous parler des nouveautés, de ce que sont les règles aujourd'hui. Alors on s'est en effet aperçu que la dernière crise financière avait démontré qu'il existe des cas où l'application des règles de bonne conduite classiques et qu'on connaît tous depuis même mi-fin à des clients individuels peut ne pas être suffisante pour garantir que les entreprises s'acquittent de leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients. De là sont nées les obligations liées à la gouvernance produit et qui ont été insérées dans la directive MIF 2 de 2014. L'objectif de la gouvernance produit, c'est donc d'identifier les typologies d'investisseurs dont les besoins et caractéristiques sont compatibles avec un produit donné. Par principe, la gouvernance produit s'applique alors à tous les types de clients, indépendamment de leur classification, et ça c'est vraiment ce qui est important et nouveau, et à tous les produits, quel que soit leur niveau de complexité ou même leur lieu de négociation. À noter que les différentes obligations que je vais aborder ne sont applicables par contre que dans le cas où un client investit dans un produit. En effet, dans le cas où il souhaite désinvestir, ce client a évidemment tout intérêt à se désinvestir d'un produit avec lequel son profil n'est pas ou n'est plus compatible. Alors, quelles sont ces règles qui encadrent la confection des instruments financiers depuis 2018 ? À la lumière des exigences énoncées dans la MIF 2 et dans les articles 9-10, comme vous le voyez dans le slide de la directive d'application, nous savons depuis 2018 que les règles de gouvernance des produits s'appliquent à tous les produits négociés sur les marchés primaires, mais aussi secondaires, et quel que soit le type de produit ou de service fourni. Ces dispositions ont d'ailleurs été transposées, puisque vous allez le voir, c'est toujours par voie de directive sur ce champ d'application-là, transposées dans le règlement général de l'AMF. Alors, quels sont les acteurs concernés? Parce que vous êtes en fait tous plus ou moins concernés. Sur le marché primaire, le producteur est le PSI qui conçoit l'instrument financier, ce qui englobe la création, le développement, l'émission ou la conception de l'instrument financier. Les distributeurs sont eux les entités qui vont proposer, commercialiser ou recommander le produit qui peut être émis par elles-mêmes, parce qu'elles peuvent être à la fois producteurs et distributeurs, ou par un tiers, quand le PSI n'a que son rôle de distributeur. Sur le marché secondaire, compte tenu du caractère complètement fongible des titres précédemment émis, et prenant acte que les obligations du producteur, elles, sur le marché primaire, cessent, évidemment, à la fin de la période d'offre, il n'est plus possible d'identifier réellement un producteur au titre de la gouvernance produit. Par contre, on a évidemment toujours des distributeurs. En tout état de cause, dans les règles de gouvernance, ce qui a été le plus fondamental, c'est la protection des investisseurs. C'est vraiment l'objectif de l'ensemble de ce cadre. Et c'est également l'objectif des orientations de l'ESMA sur la gouvernance produit qui sont en cours de révision. Donc, on les attend aussi avec impatience. Les éléments clés à retenir pour savoir si vous n'êtes ou vous n'êtes pas dans le champ de toutes ces règles sur la gouvernance produite sont donc d'abord de vérifier le champ d'application territorial. C'est une réglementation de l'Union européenne, donc les règles ne s'appliquent qu'aux producteurs et distributeurs situés au sein de l'Union européenne.
Ensuite, il va falloir vérifier le champ d'application sectoriel, parce que c'est une directive MIF 2. Donc, les règles ne s'appliquent qu'aux producteurs et distributeurs assujettis eux-mêmes à cette directive. Et également, nouveauté, le champ d'application rationné Materiae, parce que vous verrez, depuis février, nous avons une exonération pour certains cas, certains produits, sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors, en ce qui concerne les adaptations possibles liées à la gouvernance produit, les questions-réponses fournies par l'ESMA doivent aussi être mentionnées, parce que vous y trouverez souvent des réponses intéressantes et surtout, ça permet d'avoir une image complète de la composition des exigences en matière de gouvernance produit. Je laisse Catherine quand même vous rappeler, avant de moi d'entrer dans le détail, l'excellent travail qui a été réalisé par la MAFI sur la gouvernance produit. Merci Delphine. Oui, en effet, je tenais effectivement à ajouter qu'à l'ensemble de ces textes que vient de citer Delphine, il faut effectivement ajouter le guide AMAFI sur la gouvernance produit, sous la forme de la note numéro 2016. Ce guide clarifie en particulier les modalités d'application des dispositions de la gouvernance produit pour les produits vanille, en distinguant, comme l'a indiqué Delphine, marché primaire et marché secondaire, et par ailleurs propose des marchés cibles types par grande catégorie de produits, pour les produits vanille, à savoir actions, obligations, et aussi pour les dérivés listés. Par ailleurs, il clarifie notamment également les obligations d'échange d'informations entre producteurs et distributeurs, ainsi que les obligations de révision des marchés cibles et stratégies de distribution par ces producteurs et distributeurs. Voilà, donc je ne peux que vous en recommander la lecture. Merci Delphine. Et moi aussi, je vous en recommande bien sûr la lecture. Alors, concernant maintenant, on va passer, Lina, sur les obligations des producteurs. Tout d'abord, pour résumer les principaux bénéfices liés aux exigences de la gouvernance des produits. Alors, il s'agit surtout, et c'était aussi quand même l'objectif de cette gouvernance, de la réduction du risque de vente abusive et des conséquences financières associées. Parce qu'en effet, la gouvernance produit, elle représente un avantage non seulement pour les investisseurs, même si c'était eux la cible de cette réglementation, mais aussi pour les psys, pour vous. Parce qu'en raison de la réduction des plaintes, la diminution du coût des appels, des procès, les atténuations au préjudice de mauvaise réputation, la réduction des amendes, tout cela apporte un plus et une sécurité dans les marchés financiers. Ceci étant, cela implique qu'en raison des dispositions applicables, la simple divulgation de quelques informations éparses, évidemment, ça ne va pas respecter le cadre légal. Les dispositions prévoient en effet que la gouvernance produit déclenche une obligation d'identification d'un marché cible. Alors, l'ESMA avait donné tous les critères d'identification d'un marché cible. Je vous les rappelle juste, il y en a 5. C'est le type de client pour lequel le produit est ciblé, et là on retrouve cette histoire de catégorisation, la connaissance et l'expérience des clients, la situation financière et en particulier la capacité à supporter des pertes, la tolérance au risque et la compatibilité du profil risque-rendement. Vous verrez que tout ça devient très important dans la seconde partie dédiée plus à l'ESG, et évidemment les objectifs et les besoins des clients. Alors, heureusement, quand on lit ces critères, on se dit identifier le marché cible, ça va être quelque chose de vraiment très compliqué. Heureusement, quand même, on a un principe de proportionnalité qui existe dans quasiment tout le droit européen. Et pour les produits les plus simples et les plus courants, le marché cible peut être identifié avec moins de détails. Cependant, pour les produits plus complexes, comme par exemple les instruments susceptibles d'être soumis à une procédure de renflouement interne, et ça, on a vu ça à partir de 2014, avec tout ce qui était les titres émis dans le cadre du renforcement des fonds propres, et donc tout ce qui est titres soumis à un renflouement interne, le marché cible va devoir être identifié avec beaucoup plus de détails afin de donner un processus de commercialisation plus précis, puisque ces titres-là sont très encadrés et on l'a vu dernièrement depuis 2021 pour protéger les investisseurs. Ainsi, en raison de la complexité du produit, de la mesure dans laquelle des informations sont accessibles au public et peuvent être obtenues, ces règles vont être appliquées réellement de manière proportionnée. Cela signifie que vous, en tant que psy, vous allez pouvoir tenir compte de la nature de l'instrument, du service d'investissement, parce que vous le savez tous, évidemment, vous n'avez pas le même degré d'information et la même profondeur d'information si vous fournissez un service de conseil ou qu'il n'y a pas du tout de conseil, et évidemment du marché cible que vous avez défini.
En résumé, tant que votre établissement en qualité de psy conçoit des instruments financiers destinés à être vendus à des clients, vous devez maintenir, exploiter, réviser un processus d'approbation de chaque instrument financier avant qu'il ne soit commercialisé auprès de vos clients. Votre établissement doit également vérifier régulièrement que les instruments financiers qu'il propose sont toujours conformes aux règles. La gouvernance produit, ce n'est pas une obligation one-shot. C'est quelque chose qui va continuer dans la durée et toute la vie du produit que vous avez conçu en tant que producteur. Pour ce faire, vous allez toujours devoir tenir compte de tout événement susceptible d'affecter le risque potentiel pour le marché cible identifié d'un point de vue matériel. Par conséquent, à chaque fois, il va falloir évaluer si l'instrument financier reste cohérent avec les besoins du marché cible identifié. Il y a parfois plusieurs mois et vous voyez aujourd'hui comment les marchés financiers évoluent. Il faut quand même être toujours très attentif. Et si la stratégie de distribution envisagée reste appropriée. Et là aussi, vous voyez que les marchés bougent beaucoup et donc les stratégies de distribution sont à repenser de manière régulière. En outre, et ça c'est assez important aussi, il a été décidé que lors de la phase de conception du produit, le producteur doit toujours s'assurer que la structure de tarification, parce que la protection de l'investisseur passe aussi par le prix final qu'il va payer, cette structure de tarification ne doit pas être opaque, mais elle ne doit pas non plus être difficile à évaluer. Alors évidemment, elle ne doit pas être conçue pour avoir trompé les clients ou pour exploiter des biais de comportement. Et ça, on le verra sur d'autres objets ou d'autres instruments, d'autres produits. Mais exploiter les biais de comportement a été quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par les régulateurs pendant une grande période, notamment sur tout ce qui est CFD ou options binaires, comme on a pu le voir. Vous noterez que cela implique également un personnel formé et évidemment une bonne procédure de communication avec les distributeurs. Ces distributeurs maintenant, concernant les actes de commercialisation, l'ESMA, en ce qui concerne les exigences du marché cible, a indiqué que certains produits qui pouvaient être liés à des obligations, je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est instruments qui pouvaient être soumis à un renflouement interne, l'ESMA s'est aussi bien attaché à des titres qui sont ce qu'on appelle COCO, c'est-à-dire contingents. Donc là aussi, qui, en raison des fonds propres de l'établissement qui les a émis, quand c'est un établissement bancaire, peuvent être soumis à des nouvelles exigences réglementaires. Alors là-dessus, l'ESMA attend des distributeurs de ce type de produits qu'ils examinent attentivement ces produits dans le cadre du processus d'approbation et évidemment de la détermination du marché cible. Les distributeurs, comme les producteurs, doivent également évaluer le marché cible de manière proportionnelle. La proportionnalité, on ne l'a pas réservée uniquement aux producteurs. Les distributeurs ont aussi cette faculté d'adapter leur marché cible à leur établissement et aux informations qu'ils peuvent avoir. Alors, cela implique pour certains produits, soit d'exclure les investisseurs de détail d'un marché cible positif, quand le distributeur estime que vraiment le produit ne pourrait pas correspondre du tout, soit aller plus loin et inclure les clients de détail carrément dans un marché cible négatif. Donc ça, c'est toute la proportionnalité qui va être laissée au distributeur en fonction de ce que le producteur lui a dit pour lui aménager son marché cible. Comme vous le savez tous, pour le bon fonctionnement des obligations de la gouvernance produit, le producteur va être périodiquement informé, et ça, c'est les règles dont j'ai parlé de nécessité de communication, des retours d'expérience, on peut parler comme ça, de tous les produits fabriqués par le dit producteur. Donc, le distributeur va à chaque fois dire comment ça s'est passé dans la commercialisation du produit. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi on a imposé ce système de retour d'expérience? En fait, c'est pour que les distributeurs fournissent aux producteurs les données nécessaires, mais pas simplement les données nécessaires pour eux, mais pour revoir chaque produit. Je vous ai dit que ce n'était pas une obligation one-shot, donc pour pouvoir avoir cette possibilité de faire une réelle révision du marché cible avec les informations granulaires qui reviennent de l'expérience passée par les distributeurs lors de la commercialisation, vérifier que le produit reste cohérent avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs du marché cible qui avaient été préalablement définis. C'est important pour le distributeur d'avoir lui aussi cette possibilité de modifier à la marge ou
assez fortement son marché cible lorsque on se rend compte par le retour d'expérience que peut-être le marché cible initial n'était pas exactement celui qui correspondait. En effet, les clients cibles doivent pouvoir accéder, eux, et choisir des produits qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs. Donc, si ce n'est pas eux qu'on va voir, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, il faut pouvoir aller voir les réels clients cibles qu'on voulait viser. On évalue tous les coûts et avantages pertinents de ces produits pour les en informer. Du coup, quand le distributeur va commercialiser ses produits, il a l'obligation d'informer les clients lorsqu'il n'est pas en mesure. Il n'a pas suffisamment, il n'a pas toutes les informations pour vérifier l'ensemble des critères du marché cible. Il doit le dire à ses clients. Surtout, évidemment, lorsqu'il ne fournit pas le conseil en investissement. Parce que s'il le fournit, il a l'obligation de donner toutes les informations. Autre point important, il a l'obligation d'informer les clients dès lors qu'il réalise une vente au sein du marché cible négatif. Ce n'est pas interdit, mais il faut évidemment le dire que normalement, ce n'est pas des produits qui sont faits pour vous. Donc, on les dit, on l'écrit et on le reporte évidemment au producteur. Même chose lorsqu'il réalise une vente en dehors du marché cible positif, sans pour autant être dans le marché cible négatif. Mais on n'est pas exactement dans le marché cible positif. À ce moment-là, il faut en expliciter les raisons, parce que ça veut dire que le champ du marché cible n'était pas non plus complètement bien défini et qu'il faut peut-être un petit peu l'élargir, puisqu'on a pu incorporer des personnes qui n'étaient pas dans ce marché cible. Une autre chose qui est à prendre en considération pour le distributeur et qui a été très importante en 2018 et 2019, c'est de gérer le contrôle de l'interaction des exigences de gouvernance des produits avec les pouvoirs d'intervention des autorités financières sur les produits. Ce dont je vous parlais, c'était tout ce qui a été mis en place par l'ESMA, repris par les autorités nationales sur les options binaires et les CFD. Il fallait gérer le marché cible classique, mais aussi le fait que, attention, sur ce produit-là, en plus des exigences de gouvernance produit, il y avait des interdictions ou des limitations qui étaient décidées par l'ESMA. Alors, je vous avais annoncé des règles applicables à tous les produits financiers, mais en fait, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus tous les produits financiers. Depuis le 28 février dernier, les exigences de gouvernance produit ont connu un premier cas d'exonération. Et c'est des dispositions que vous allez retrouver à l'article 16 bis de MIF 2, avec un prestataire de services d'investissement désormais exempté de l'ensemble de ces exigences de gouvernance produit pour les émissions obligataires qui n'incorporent pas d'instruments dérivés autre qu'une make-whole clause. Alors, c'est une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez classiquement dans les émissions obligataires. Et à partir du moment où il n'y a absolument aucun autre dérivé incorporé, cette obligation va pouvoir s'appliquer. Elle a évidemment été incorporée dans le Code monétaire financier à l'article 533-24-1-1. Cette exemption ciblée, elle va permettre aux émetteurs d'exploiter une base plus large d'investisseurs. Elle permet aux investisseurs de détail avertis d'accéder à un plus grand choix d'instruments et du fait de son champ d'application réduit, cette nouvelle disposition maintient évidemment la protection de tous les investisseurs, quelle que soit leur catégorie, lorsqu'ils accèdent à des produits complexes. Les gouverneurs et les distributeurs ne sont plus également soumis aux instruments à la gouvernance produit lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement à l'intention de contreparties éligibles ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles. Donc, c'est une deuxième exonération qui concerne tant les producteurs que les distributeurs, alors que la première exonération concernait évidemment de prime abord les producteurs. C'était la première modification sur les règles de la gouvernance produit. Mais par ailleurs, le Green Deal européen, présenté par la Commission européenne en décembre 2019, a encouragé la demande des investisseurs pour des investissements durables. Alors, ça faisait quand même des années que certains investisseurs, et notamment les investisseurs institutionnels, demandaient à ce qu'il y ait un verdissement des produits. Mais la Commission européenne s'est mise en œuvre et a beaucoup travaillé à partir de mars 2018 sur ce sujet-là. Alors, cela conduit à clarifier la manière dont les facteurs de durabilité et les objectifs liés à la durabilité doivent être pris en compte dans les exigences de gouvernance produit pour tenir compte de la transition vers une économie à faible émission de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, ce qui était attendu par les investisseurs. Alors, slide suivant, Lina, s'il te plaît.
En attendant les lignes directrices modifiées que l'ESMA prépare sur les questions de gouvernance produit, réfléchissons-nous ensemble à ce qui pourrait être plus efficace pour réussir la mise en place de ces nouvelles obligations liées à cette réelle demande des investisseurs. Alors, les nouvelles obligations, comme les précédentes, ont été intégrées dans une directive et, comme vous le voyez, elles doivent être donc transposées dans le cadre juridique français. L'AMF a commencé son travail. La fin de la consultation était début juin. On attend évidemment son retour. Il a déjà été acté qu'on n'aurait pas de modification dans le Code monétaire et financier. Donc, ce qu'on attend, c'est évidemment les dispositions du RGAMF. Alors, ce qui est étrange, c'est que cette chronologie, comme l'a souligné Stéphanie, ne correspond absolument pas à la chronologie concernant la commercialisation des produits ESG. Alors, je laisserai Mia et Catherine vous expliquer comment la commercialisation du produit sera encadrée par les futures règles ESG. Mais curieusement, ces exigences en matière de commercialisation s'appliqueront à compter du 2 août, comme l'a souligné Stéphanie, avant que les exigences en matière de gouvernance produit que je vais évoquer et qui conditionnent pourtant la commercialisation soit en place. Bon, ça, c'est les mystères de la réglementation européenne. Alors, quelles sont les principales dispositions ESG? Comme vous l'avez tous certainement remarqué, les besoins de la communauté des investisseurs augmentent très sensiblement et surtout très rapidement concernant les développements et les enjeux ESG. Hein, on l'a vu, si vous regardez, vous avez dû certainement en tant que psy avoir tous les retours sur les 25-35 ans et leur volonté vraiment d'avoir des produits durables. La demande d'une meilleure information est principalement motivée par des investisseurs qui ont le réel désir de chercher activement à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux. Alors, comme annoncé dans la communication de la Commission en 2019, il est important que les producteurs améliorent leur divulgation d'informations extra-financières, et Stéphanie vous en a parlé. On est en attente évidemment de la finalisation de la directive qui s'appellera CSRD pour que les investisseurs soient mieux informés. Mais que se passe-t-il en matière de gouvernance produit à partir de novembre 2022? En fait, les psys concevant des produits financiers devront tenir compte des facteurs de durabilité. Tout d'abord, dans le processus d'approbation du produit de chaque instrument financier, mais également dans le dispositif de gouvernance produit. Pour chaque client à la recherche d'instruments financiers ayant un profil lié à la durabilité, tout psy devra réfléchir et mentionner tous les facteurs de durabilité pour chaque instrument financier qu'il entend proposer. Alors, la conséquence de cette nouvelle exigence est qu'une déclaration générale ne devrait pas suffire. Pour donner une approche plus concrète, un lien a été fait avec la définition des facteurs de durabilité telle qu'elle est mentionnée dans le règlement SFDR. Mais tout ça, je laisserai Mia vous en parler parce que ce qui est important, c'est de voir à chaque fois qu'on a les mêmes exigences et les mêmes références en matière de gouvernance et de commercialisation. On va se fonder sur la SFDR et le SFDR, puisque c'est un règlement, et également la taxonomie verte. Le producteur devra préciser à chaque fois dans quel groupe, évidemment, avec des objectifs liés à la durabilité, l'instrument financier est censé être proposé. Donc, c'est la transparence, en fait, qui va être vraiment importante dans la mise en place de cette directive déléguée. Même s'il existe et qu'il existera toujours des clients qui vous diront qu'ils n'ont aucune préférence en matière de durabilité pour qu'un investissement, c'est un investissement financier avant tout, sachez que vous ne serez quand même pas tenu d'identifier les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques, les objectifs ne sont pas compatibles avec les facteurs de durabilité. Pas de marché cible négatif en disant on ne vend que aux gens qui n'ont aucune fibre environnementale. Évidemment, pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là parce que les instruments financiers présentant des facteurs de durabilité doivent toujours rester aisément disponibles. Donc, ce marché, s'il y avait eu un marché cible négatif sur ce point-là, on n'aurait absolument pas pu les commercialiser ou alors avec les dérogations dont j'ai parlé, donc l'information, ce qui n'était pas souhaité. Donc, cela implique qu'en pratique, il va falloir évaluer les distributeurs et les producteurs. La nouvelle difficulté qui résulte de l'entrée en application prochaine réside dans le fait qu'en matière de critères ESG, contrairement aux critères de nature financière, une approche standard n'a pas de sens car chaque émetteur va proposer des caractéristiques ESG différentes. Mais je vais laisser
Catherine, vous dévoilez les difficultés qu'ouvre déjà la gouvernance produit estampillé ESG et qui ne concerne que la taxonomie environnementale alors que d'autres taxonomies vont entrer en vigueur. Merci pour le teasing, Delphine. Nina, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Bien. Donc, dans le cadre de ce calendrier compliqué dont Delphine vient de vous parler, du côté de l'AMAFI, on a commencé à réfléchir aux difficultés que pourrait soulever la prochaine entrée en application des règles sur la gouvernance produit. Et d'ailleurs, malgré le fait que la version 1 des guidelines sur la gouvernance produit ne devrait, selon nos informations, n'être mise en consultation qu'au mois de septembre prochain. Néanmoins, comme je l'indiquais, d'ores et déjà, du côté de l'AMAFI, on a commencé à réfléchir aux questions que pourrait soulever l'application de ces nouvelles règles pour les adhérents de l'AMAFI. Et ces réflexions associent en particulier nos comités conformité et comités conformité banque privée. Alors, ces réflexions portent à la fois, enfin, tout d'abord sur ce qu'on a appelé les produits de financement, c'est-à-dire les actions et obligations, d'une part, et d'autre part sur les instruments financiers dérivés. S'agissant des produits de financement, pour commencer, les adhérents de l'AMAFI sont susceptibles d'être impactés par deux types de règles qui sont à la fois, s'agissant de la gouvernance produit, qui sont les règles producteurs tout d'abord et les règles distributeurs ensuite. S'agissant des règles applicables aux producteurs, comme l'a rappelé Delphine tout à l'heure, la banque conseil d'un émetteur sur le marché primaire est qualifiée de producteur au sens des règles gouvernance produit. Et ainsi, à ce titre, elle doit définir un marché cible et une stratégie de distribution des instruments financiers dont elle conseille l'émission. C'est pourquoi la première question que se sont posées les membres des groupes de travail de la MAFI est celle de savoir comment déterminer ce marché cible ESG pour des actions ou des obligations dont la banque conseille l'émission sur la base de critères principalement financiers. Et c'est vraiment une nouveauté, parce que d'habitude, jusqu'alors, les banques conseils n'avaient à se préoccuper que des caractéristiques financières des instruments financiers dont elles conseillaient l'émission. Et là, l'intégration de la problématique de finance durable fait intervenir des critères d'une autre nature qui sont un peu de nature justement à provoquer des questionnements de la part des établissements. Donc, on a identifié deux types d'instruments financiers dans le cadre de cette problématique. Tout d'abord, et on va les évacuer dans un premier temps, les instruments financiers, donc actions ou obligations, qui ont été structurés avec des caractéristiques ESG particulières, typiquement les green bonds. Pour cela, la MAFI a considéré que le questionnement sur les caractéristiques ESG devrait être inhérent à leur processus de conception et leur catégorisation ESG, en conséquence, ne devrait pas soulever de difficultés. Donc la MAFI s'est concentrée sur ce qui constitue pour elle la problématique la plus complexe, qui est celle de la catégorisation des produits dits mainstream, c'est-à-dire les actions ou obligations sans structuration ESG spécifique, dont on doit pouvoir considérer en première analyse, sauf cas particulier, que leurs caractéristiques ESG sont le reflet de celles de leur émetteur. Et là, on retombe sur la difficulté dont parlait Stéphanie en introduction de ce webinaire, qui réside dans la difficulté liée au calendrier de mise en œuvre de toutes ces dispositions, puisque les banques conseils, pour ce faire, n'auront pas d'autre choix que de se reposer sur l'information fournie par les émetteurs. Mais là, on tombe sur deux types de problèmes. Tout d'abord, on a affaire à des émetteurs qui, pour partie d'entre eux, ne seront pas soumis à ces règles parce que soit ils ne sont pas des émetteurs européens, soit ils sont sous les seuils de la directive CSRD et qu'en conséquence, ils ne vont pas publier d'indicateurs de durabilité. Et pour ceux qui seront soumis à cette directive CSRD,
comme le rappelait Stéphanie tout à l'heure, ces textes ne commenceront vraisemblablement pas à être applicables avant 2025 pour l'exercice 2024, et donc il va falloir, dans l'intervalle, gérer cette période intercalaire où les banques conseils vont devoir déterminer leur marché cible sans pouvoir se fonder sur des informations normées en provenance des émetteurs. C'est pourquoi la solution qu'explore la MAFI consiste pour ces banques à considérer systématiquement que les instruments financiers concernés sont neutres en termes de caractéristiques ESG, ce que semble autoriser la directive déléguée MIF 2, puisqu'il s'agit d'une approche prudente, au sens où, comme le rappelait Delphine à l'instant, ces instruments financiers ne pourront pas être conseillés à des clients ayant exprimé des préférences ESG, ce qui revient à conférer à ces instruments financiers un marché cible inférieur, enfin plus étroit que celui qu'ils auraient eu si on leur avait attribué des caractéristiques ESG. Cette approche, selon les premières analyses de la MAFI, devrait néanmoins permettre la commercialisation de ces instruments financiers qui pourraient s'opérer soit en RTO ou en exécution, ou même en conseil en investissement, puisqu'en effet, on peut imaginer que ces instruments financiers pourront être commercialisés même auprès de clients ayant des préférences ESG, dès lors que l'établissement commercialisateur mettra en œuvre ce qu'on appelle une approche portefeuille dans le projet de Guidelines Suitability, puisqu'il est probable que s'ils le peuvent, certains clients qui voudront exprimer des préférences ESG pourront choisir, notre lecture du projet de Guidelines est que cette possibilité est prévue dans ce texte, donc pourront choisir de ne pas consacrer la totalité de leur portefeuille à des investissements durables. Et on pourrait imaginer que certains clients fassent ce choix si ça leur permet d'avoir accès à une palette plus large d'instruments financiers. Donc, à noter que la MAFI continue ses travaux sur ce sujet en lien avec les associations représentatives des émetteurs pour s'assurer que cette approche leur paraît acceptable. S'agissant maintenant du sujet de la distribution de ces produits de financement, il est rappelé que la détermination d'un marché cible pour l'ensemble des instruments financiers qu'il distribue constitue une obligation pour l'ensemble des prestataires de services d'investissement, et ce, quel que soit le type de service d'investissement qu'ils fournissent, c'est-à-dire pas seulement en conseil ou en gestion de portefeuille, mais également pour les services d'intermédiation, à savoir l'exécution ou la réception-transmission d'ordre. La version actuelle des orientations de l'ESMA sur la gouvernance des produits, donc pré-MIF 2 ESG, comporte des dispositions que rappelait Delphine à l'instant, visant à apporter de la proportionnalité dans les obligations de gouvernance produits, selon le niveau de complexité des produits, et autorise en particulier une approche un peu générique sur les instruments financiers les plus simples. Et comme je le rappelais tout à l'heure, c'est sur ce fondement, d'ailleurs, que la MAFI avait proposé des marchés cibles standards pour toute une série d'instruments financiers dans son guide sur la gouvernance produit. La difficulté nouvelle qui résulte de la prochaine entrée en application des règles en matière d'ESG réside dans le fait qu'en matière de critères d'ESG, et à la différence des critères de nature purement financière pour lesquels il est possible d'avoir une approche standard, globale par type de produit, tout le monde sait que les actions sont risquées, par exemple. En revanche, s'agissant de l'ESG, une approche globale n'est pas possible, puisqu'en réalité, on voit bien que les caractéristiques ESG de chaque type d'action, par exemple, dépendent intrinsèquement des caractéristiques de chacun des émetteurs. Et donc, sauf à mettre en œuvre une approche instrument financier par instrument financier, il n'est pas possible d'appréhender de manière globale le positionnement ESG de toute une série de tout un type d'instruments financiers. Donc, dans ce contexte, il paraît extrêmement compliqué, voire infaisable pour les psys exerçant des services de pure intermédiation de déterminer le marché cible ESG de chacun des instruments financiers qu'ils distribuent au titre de ces services de flux et qui sont potentiellement en nombre extrêmement élevé. Et donc là encore, la voie de sortie à laquelle pense la MAFI est la même que celle que je viens de décrire tout à l'heure pour les activités de conseil sur le marché primaire, à savoir celle consistant à considérer que par défaut, les instruments financiers distribués
n'ont pas de caractéristiques ESG, c'est-à-dire sont ESG neutres, et que d'ailleurs, il a noté que c'est une approche qui pourrait être étendue aux activités d'intermédiation sur les dérivés listés. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nina, merci beaucoup. Donc, s'agissant maintenant des dérivés OTC, là encore, il convient de distinguer les dérivés avec objectif de durabilité de ceux qui sont souscrits par des clients sans avoir aucun objectif de durabilité, et notamment au titre de la couverture de leur risque de marché par ces clients. Pour ce qui est tout d'abord des dérivés avec objectif de durabilité, donc, ce dont on parle ici, c'est la situation dans laquelle des clients, certains clients, pour diverses raisons, vont venir chercher auprès de leur intermédiaire financier des dérivés intégrant des composantes ESG. Pourquoi ces clients feraient cela? C'est parce qu'en effet, ils vont devoir, de leur côté, gérer leur, ce qu'on appelle le GAR ou le GIR, hein, ce qui signifie Green Asset Ratio ou Green Investment Ratio, ou bien encore, ils vont chercher à acquérir un dérivé dans le cadre de la structuration d'un produit qui va être lui-même étiqueté ESG, et donc ils vont avoir un intérêt à ce que le dérivé qui va être partie de la composition de ce structuré soit lui-même étiqueté ESG. Donc sur ce sujet, et avant même de pouvoir traiter du sujet de la gouvernance produit et du marché cible, la première question sur laquelle se penche la MAFI est la suivante: est-il possible dans l'absolu pour un dérivé de se prétendre ESG, sachant que pour mémoire, ni les dérivés ni les produits de financement dont on a parlé précédemment ne tombent sous le coup, enfin ne sont dans le champ du règlement SFDR parmi les produits présentés dans ce règlement comme pouvant avoir des caractéristiques ESG. Cette question n'est pas triviale, et en effet, la réponse ne fait pas l'unanimité, ni au sein de nos adhérents, ni même au sein des autorités et institutions. Et c'est pourquoi la MAFI mène également des travaux sur cette question au sein d'un groupe de travail dédié afin de définir des méthodologies ou à tout le moins des principes directeurs qui permettraient de déterminer à quelles conditions un dérivé peut être considéré comme ESG ou comme contribuant à la durabilité. Donc ces travaux sont en cours et nous travaillons par ailleurs main dans la main avec l'ISDA sur le sujet qui se penche également sur ces questions. Pour ce qui est, donc on est toujours en train de parler des dérivés OTC. Deuxième situation à laquelle s'est intéressée la MAFI, c'est la situation où on a des clients qui viennent chercher des dérivés sans avoir d'objectif de durabilité. Par exemple, parce qu'ils cherchent simplement à couvrir un risque de marché. Dans un nombre significatif de cas, les clients vont venir chercher un conseil quant à la façon de couvrir au mieux ce risque de marché, sachant que dans le même temps, et par ailleurs, ils vont pouvoir avoir exprimé, dans un autre contexte, des préférences de durabilité pour le conseil qui a vocation à leur être fourni sur une palette plus large d'instruments financiers. Donc, il s'agit alors de pouvoir apporter un conseil à ses clients sur leurs besoins spécifiques de couverture, et qui est un besoin qui répond à des caractéristiques financières et pas d'ESG pour le coup, même si, ce faisant, on ne va pas répondre aux préférences de durabilité que ces clients auront pu exprimer dans un autre contexte. Donc pour ces opérations, la piste explorée par la MAFI serait de proposer, et c'est une piste qu'elle a d'ailleurs formulée en réponse à la consultation de l'ESMA sur les guidelines suitability dont on parlait tout à l'heure, de ne pas prendre en compte dans le conseil spécifique qui sera délivré à ce client les préférences ESG qui auront été préalablement exprimées par le client et qui ne sont pas pertinentes dans la situation visée, où le client, encore une fois, vient chercher un produit de couverture en considération, avec des considérations purement financières. Donc, dans sa réponse à consultation, la MAFI propose que les psys gardent la possibilité de ne pas appliquer les dispositions ESG Suitability aux opérations strictement de couverture des risques de marché. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Lina. Et là, je crois que la parole est à Mia. Merci. Merci Catherine.
Donc sur la commercialisation des instruments financiers et Lina, merci. Donc sur la chronologie donc, du règlement délégué, donc 2021 12053, qui concerne en fait l'intégration des facteurs de durabilité et des risques. Donc ce règlement délégué a été donc, publié donc, en 2021 et sera donc applicable le 2 août 2022, donc très prochainement. Et comme vous le savez certainement, il est venu donc modifier le règlement 2017-565 qui concerne les règles d'organisation applicables aux entreprises d'investissement. Et pourquoi? Parce que le règlement de 2017 ne mentionnait pas explicitement les risques en matière de durabilité. Et donc, pour cette raison, il a paru nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des entreprises d'investissement devaient tenir compte des risques en matière de durabilité. Alors c'est vrai que la grande différence, comme l'avait mentionné déjà tout à l'heure Delphine, par rapport à la directive déléguée en matière de gouvernance produit, donc elle sera donc applicable après ce règlement. Et par ailleurs, donc fera l'objet de mesures de transposition à la différence du règlement qui lui sera applicable directement. Donc on ne devrait pas avoir a priori trop de différence d'un État membre à un autre. Et slide suivante, s'il te plaît, Lina. S'agissant des principales nouveautés de ce règlement, il y en a principalement deux. Il y a d'abord en fait un certain nombre d'ajouts de nouvelles définitions et d'autre part également des nouvelles dispositions en matière de conflit d'intérêts. Sur la partie conflit d'intérêts, Thibault reviendra dessus tout à l'heure. Et s'agissant donc en particulier des définitions et dans ce cadre-là, il est notamment fait référence des préférences donc en matière de durabilité. C'est-à-dire que dans le cadre en fait de la détermination de l'adéquation d'un instrument financier pour un client, l'entreprise d'investissement devra tenir compte de nouveaux critères et en particulier des préférences du client en matière de durabilité. Et dans ce cadre-là, l'entreprise d'investissement devra donc intégrer les choix du client d'intégrer ou non certains types d'instruments financiers dans le cadre de son investissement. Et en fait, il y a 3 types d'instruments financiers qui ont donc été prévus dans ce règlement. Le premier, c'est donc un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental, ici au sens du règlement taxonomie. Et il y aura donc une mention d'une proportion minimale qui sera déterminée par le client. Le deuxième type d'instrument financier, c'est celui qui sera investi dans des investissements durables, cette fois-ci au sens du règlement SFDR, avec encore une fois une mention d'une proportion minimale déterminée par le client. Et enfin, un instrument financier qui tiendra compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité en s'appuyant sur des éléments qualitatifs ou quantitatifs que le client aura donc déterminés. Et par ailleurs, s'agissant donc des nouvelles obligations, ce règlement prévoit aussi de nouvelles obligations d'une part en matière d'information à donner lorsqu'un conseil en investissement sera rendu, sur lequel Catherine va revenir dans très peu de temps, et par ailleurs sur l'obligation que l'entreprise d'investissement aura de tenir compte en fait des préférences du client en matière de durabilité lorsqu'elle vérifiera l'adéquation des produits et des services, et donc dans ce cadre-là uniquement pour les services d'investissement portant sur le conseil ou la gestion de portefeuille. Alors Catherine, je pense que tu avais ici un commentaire à faire sur le marché cible. Oui, sur les préférences en fait. Ça a déjà été dit, mais pardon, je reviens là-dessus. Je voudrais réinsister sur le fait que si les préférences ESG font partie, au sens du règlement délégué, des objectifs d'investissement, ce ne sont que des préférences et non des objectifs comme les autres. Et en fait, la nuance a plusieurs conséquences en réalité. La première d'entre elles, c'est qu'un client peut ne pas avoir de telles préférences. Un client peut être ESG neutre, ne pas avoir de préférence ESG. Et deuxième conséquence, et qui est le corollaire de la précédente, un instrument financier peut ne pas avoir vocation à répondre à de quelconques préférences ESG, c'est-à-dire un instrument financier peut être considéré comme ESG neutre. Donc, c'est assez différent de ce qui se passe pour les autres critères du profil client, qui sont tous de nature financière, où le client est obligé de se positionner sur une échelle prédéfinie. Si on prend par exemple l'appétence au risque d'un client, le client, donc les établissements financiers vont devoir déterminer
où se positionnent leurs clients sur une échelle de 1 à 7, qui est l'indicateur retenu au titre du SRRI de PRIPS. Là. Donc, vous allez devoir catégoriser vos clients en termes d'appétence au risque. S'agissant de l'ESG, il n'est pas attendu de catégoriser les besoins des clients et donc l'ensemble des produits commercialisés sur une échelle de durabilité. Pour simplifier, si un produit n'est pas vert, personne n'exige de savoir s'il est marron clair ou marron foncé. Et d'ailleurs, il pourrait tout à fait être vert ou partiellement sans se revendiquer comme tel. Donc, ce point-là est très important et a plusieurs conséquences pour la MAFI. La première d'entre elles, c'est que pour un client qui indique ne pas avoir de préférence ESG, le questionnement n'a pas vocation à aller plus loin. Voilà, il n'a pas de préférence ESG, donc on ne va pas aller voir s'il n'a pas de préférence d'une part sur la taxonomie, d'autre part sur la CDR, etc. Et deuxième conséquence très importante, mais dont on parlait à la fois Delphine et Mia, il n'y a pas de marché cible négatif au type des préférences ESG et un client qui a déclaré qu'il n'avait pas de préférence ESG pourra aussi bien se voir conseiller des produits ESG que des produits ESG neutres. Voilà. Je voulais juste réinsister sur ce point. Pardon. Et du coup, on peut passer à la slide suivante et je crois que c'est toujours à moi, Mia, c'est ça? Alors, j'enchaîne. Donc, oui, cette slide est consacrée à une autre modification du règlement délégué MIF 2 sur le sujet ESG, qui porte sur l'information à fournir s'agissant du conseil. Désormais, en complément des informations que les psys qui fournissent le service de conseil doivent fournir à leurs clients, ces psys doivent décrire, le cas échéant, les facteurs de durabilité qui sont pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers. Donc, je vais passer assez vite sur cette slide parce qu'en réalité, elle ne semble pas poser de difficultés particulières aux membres des groupes de travail de la MAFI qui ont été consultés sur cette question. Il s'agirait en fait pour les psys de décrire dans la documentation client qui est remise avant la fourniture du service leur processus de sélection d'instruments financiers conseillés sur les critères ESG. Juste un point d'attention, c'est qu'on notera l'emploi des termes « le cas échéant » qui semble refléter l'idée qu'un psy n'a pas pour obligation de prendre en compte les critères ESG dans son processus de conseil s'il ne conseille que des instruments financiers non ESG. D'une manière générale, et la remarque que je vais faire maintenant s'applique aussi bien à cette règle-là qu'aux règles d'organisation dont on va parler plus tard, le focus des autorités en ce moment, ESMA compris, porte vraiment sur l'application des règles suitability et d'appropriateness, et il semble que les autres dispositions, en particulier celles-là, mais aussi les règles d'organisation, qui n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune précision via des Q&A ou des guidelines quelconques, sont de moindre importance aux yeux des autorités. Il n'en reste pas moins que ces dispositions existent, qu'elles sont gravées dans le marbre, si je puis dire, dans des textes qui sont binding, comme on dit en bon français, et qu'à tout le moins, il est attendu de vos établissements qu'ils s'interrogent sur le point de savoir comment appliquer ces textes et quelles sont les modifications à apporter à vos process et à vos activités pour en tenir compte et à documenter ces modifications. Voilà, c'était un point d'attention que je voulais faire, sachant qu'on peut passer à la slide suivante. Qui porte sur la revue des guidelines suitability. Donc, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, l'ESMA a consulté sur un premier projet de guidelines suitability jusqu'à fin avril dernier. Les réponses qui ont été fournies par les différents répondants à la consultation sont actuellement en cours d'examen du côté de l'ESMA, avec, d'après nos informations, l'objectif d'une sortie du rapport final de l'ESMA à la rentrée. Pour une entrée en application, soit dit en passant, le 2 août, ce qui, comme on l'indiquait précédemment, n'est pas sans poser quelques difficultés. Donc, bien entendu, la MAFI a répondu à cette consultation dans sa note numérotée 22-29 et en particulier a présenté plusieurs propositions pour tenter d'opérationnaliser les process de vente, puisque, et c'est un peu le fil rouge des remarques qu'a formulées la MAFI, globalement, les dispositions prévues par ces guidelines sont jugées beaucoup trop ambitieuses, eu égard à l'état de maturité du marché, à savoir de l'offre, mais aussi la compétence du personnel de vente, mais aussi des clients qui probablement ne comprennent pas grand-chose à tous ces nouveaux concepts qui sont introduits. Donc, le principal reproche qui est fait à ces guidelines, c'est que
à trop vouloir, comme le veulent les régulateurs, se prémunir contre le risque de greenwashing, qui est encore une fois un risque qui est un objectif effectivement que partage tout à fait la MAFI, mais néanmoins, ces guidelines prévoient des questionnements clients qui sont effectués, qui sont opérés sur une base purement théorique, donc sans qu'à aucun moment le client n'ait d'informations sur l'offre de produits réellement disponible. Et en fait, on a des guidelines suitability, un projet de guidelines suitability qui pourraient faire sens dans un contexte où l'offre de produits serait déjà mature et pléthorique, et ce qui est assez loin d'être le cas. Donc le problème que voit la MAFI avec cette approche, c'est qu'elle a de fortes chances de faire fuir les clients qui risquent fort d'être lassés de ces questionnements à répétition ou déçus par les réponses proposées. Et l'autre risque étant de détourner les clients des investissements dans l'ESG, ce qui est exactement l'inverse de l'objectif recherché. Donc c'est pourquoi la MAFI, dans sa réponse, a préconisé une approche plus pragmatique, où le client aurait connaissance d'emblée de l'état du marché en termes de produits ESG. Et dans le détail, donc vous avez sur cette slide un certain nombre de critiques formulées par la MAFI dans le process qui est dessiné dans le projet de Guidelines Suitability et face auquel on trouve des propositions faites par la MAFI. La première critique qui est faite, c'est le fait d'avoir un questionnement qui soit obligatoire pour l'ensemble des clients, y compris ceux qui pourraient avoir répondu non à la première question qui leur sera posée, de savoir si oui ou non ils ont des préférences ESG. Donc, dans ce cas-là, ce que nous disent les guidelines, c'est qu'il convient néanmoins de passer en revue les 3 niveaux de préférence dont a parlé Mia tout à l'heure, ce qui ne nous paraît pas avoir une grande valeur ajoutée. Deuxième type de problème qu'a soulevé la MAFI, c'est, j'en parlais à l'instant, c'est le fait que le questionnement client, selon ces guidelines, doit être opéré sur une base purement théorique, c'est-à-dire sans qu'à aucun moment le client ait aucune information sur l'état de l'offre. Et donc la MAFI, pour se prémunir contre le risque que la formulation des préférences clients ESG atterrisse très 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 loin de l'offre disponible sur le marché, la MAFI propose que à 2 étapes du process, on ait des informations qui soient communiquées aux clients sur l'état de l'offre. La première de ces étapes serait au moment du premier questionnement, où là, le client se verrait fournir une information sur l'état global de l'offre de produits ESG disponibles. Et la deuxième étape serait au niveau du re-questionnement client, puisque comme le rappelait Delphine tout à l'heure, les textes prévoient que les clients ont la possibilité de revoir leurs préférences ESG et donc, notamment lorsque aucun instrument financier n'est susceptible de correspondre à leurs préférences. Et donc, pour éviter que le client soit dans l'obligation de réitérer la formulation de ses préférences ESG jusqu'à, en tout cas on peut l'espérer, in fine, pouvoir aboutir sur un instrument financier qui pourrait, par extraordinaire, correspondre à quelque chose qui serait proposé par le prestataire de services d'investissement en question. Ce que propose la MAFI à ce stade-là, c'est qu'on donne de l'information au client sur l'offre disponible auprès, enfin on puisse donner une information au client sur l'offre disponible auprès du prestataire en question. Troisième problème soulevé par la MAFI, c'est la lecture de ces 3 critères de recueil des préférences ESG des clients dont on a parlé tout à l'heure, donc taxonomie, durabilité au sens de SFDR et enfin PAI. La MAFI, dans sa réponse à consultation, milite pour que le questionnement client et donc les réponses en conséquence qui seront fournies par les clients puissent conduire à une lecture alternative de ces critères. C'est-à-dire on doit pouvoir demander au client s'il a une préférence pour des instruments financiers qui sont soit A, soit B, soit C, dans une mesure qui va déterminer, plutôt qu'une lecture cumulative, c'est-à-dire un questionnement qui dirait « Voulez-vous des instruments financiers qui sont à la fois A et B et C, et dans quelle mesure ?»
Et là-dessus, il semble que les avis soient partagés. Enfin, il nous semble qu'on a des arguments de texte pour militer en faveur d'une telle lecture, mais il semble que du côté des autorités européennes ou nationales, cette lecture ne soit pas partagée. Il nous semble néanmoins que c'est essentiel pour pouvoir un tant soit peu ouvrir les possibilités de commercialisation effective ensuite de la formulation des préférences ESG des clients. La proposition suivante qu'a formulée la MAFI, c'est plutôt que, comme y obligent les guidelines dans leur rédaction actuelle, de demander au client, pour chaque conseil qui lui sera prodigué, pour peu que le premier questionnement, donc encore une fois réalisé sur une base purement théorique, ne soit pas compatible avec aucun des instruments financiers disponibles chez son distributeur. Donc les guidelines prévoient qu'à chaque fois que le client va vouloir se voir conseiller un nouvel instrument financier, il va falloir lui demander de réviser ses préférences ESG. Ce que propose la MAFI, c'est que pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois, on puisse simultanément gérer deux profils clients, un profil cible établi sur une base théorique qui doit être le Graal, enfin si je puis dire, le but ultime à atteindre, et puis un profil plus opérationnel qui serait valable pendant un certain laps de temps et qui permettrait de stabiliser un peu les préférences clients de manière à pouvoir ne pas être obligé de refaire ce processus à chaque fois qu'on va délivrer un nouveau conseil à un client. Je passe assez vite sur les points suivants puisqu'on en a parlé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la MAFI a également demandé plus de souplesse pour le traitement des préférences ESG des clients professionnels et des opérations de couverture. Le point suivant, on ne va pas y revenir, c'est les difficultés qui sont liées au calendrier. Et le dernier point qu'a aussi souligné la MAFI, c'est la nécessité d'une convergence entre les régimes applicables dans les différents secteurs d'activité, en tout cas ceux qui au regard du service fourni aux clients, sont totalement substituables, à savoir les règles applicables aux produits assurantiels et les règles applicables aux instruments financiers, puisque, comme vous le savez, un instrument financier peut tout à fait être packagé sous une enveloppe assurance vie. Et là, malheureusement, ce sont d'autres textes qui vont s'appliquer, ce qui ne facilite pas la tâche des distributeurs que vous êtes. Voilà, et j'en ai fini avec cette slide. Si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Lina. Et je crois que de nouveau, la parole est à nous. Merci beaucoup. Effectivement, sur les règles d'organisation, si tu peux passer à la slide suivante, Lina. Et encore la slide suivante. Merci. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure déjà, ce nouveau règlement en fait, intègre un certain nombre de nouvelles règles d'organisation qui, encore une fois pour rappel, s'appliquent à partir du 2 août. Donc, le 2 août, c'est demain. Donc, en résumé, et Catherine reviendra encore dessus avec un petit peu plus de détails. Parmi en fait ces nouvelles règles d'organisation, c'est sur celles en matière de risque de durabilité que devront en fait mettre en place les entreprises d'investissement. Et lorsqu'on parle en fait des risques en matière de durabilité, il y a d'abord, ce sont ceux en fait au sens de SFDR et à savoir en fait c'est tenir compte des risques relatifs, donc un événement, une situation dans le domaine environnemental, social ou sur la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. Et d'autre part, devra être également intégré en fait, les risques en matière de facteurs de durabilité, toujours au sens de SFDR, c'est-à-dire en lien avec les questions environnementales, sociales et personnelles, et tout ce qui est respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et des actes de corruption. Et par ailleurs, donc s'agissant des nouvelles obligations, il y a ces nouvelles obligations générales d'organisation, et notamment sur la gestion des risques. Donc Catherine va parler à cette suivante, et enfin, comme j'avais déjà rapidement mentionné tout à l'heure, sur la gestion en fait, des conflits d'intérêts, sur lesquels Théobald reviendra après. Donc je repasse la parole à Catherine. Merci. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il te plaît, Lina. Oui, alors un point, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour vous indiquer un point un peu général d'ailleurs qui concerne l'ensemble des dispositions dont on vient de parler, mais qui est que, comme vous l'avez sans doute vu, l'AMF a écrit aux associations professionnelles, et donc normalement c'est
une information qu'on a communiquée à nos adhérents pour leur indiquer que l'ensemble de ces nouvelles dispositions en matière de ESG ne devraient pas faire l'objet de la première priorité de supervision de l'AMF et que l'AMF ferait preuve de compréhension dans un premier temps tout du moins dans ses activités de supervision sur ces règles nouvelles. Elle a néanmoins pris soin dans le même temps de rappeler que ces textes sont ou vont être, quoi qu'il en soit, applicables. Et donc, on comprend qu'à minima, ce qui est attendu des prestataires de services d'investissement, c'est une politique de meilleurs efforts en la matière. Voilà. Alors, s'agissant maintenant donc, des règles d'organisation, je vais traiter en un seul point cette slide et la slide suivante sur la gestion des risques. Donc, sur ces deux sujets qui sont à la fois les sujets d'organisation générale et de gestion des risques, les travaux qu'a mené la MAFI au sein de ces groupes de travail montrent que les établissements ne semblent pas éprouver de difficultés particulières pour intégrer les risques de durabilité dans leurs process et procédures internes. On sait qu'on a un gros sujet de formation du personnel. On retrouve bien dans les règles d'organisation le sujet de la compétence du personnel. Mais mis à part ce sujet de la formation du personnel, ce qui semble résulter de la lecture des différents rapports de l'ESMA qui ont conduit à l'adoption de ces textes et qu'il ne semble pas y avoir d'attente spécifique sur les autres règles d'organisation. Donc, il s'agit d'intégrer de manière proportionnée, encore une fois, la dimension ESG dans tous les aspects organisationnels des psys, c'est-à-dire dans leurs organigrammes, avec potentiellement la question du rattachement hiérarchique des personnes en charge des sujets ESG, dans les règlements intérieurs, dans les procédures, les systèmes, les reportings, etc. Et s'agissant du risque ESG, qui fait l'objet de la slide suivante, le mandat de la commission à l'ESMA pour la délivrance de l'avis technique sur les textes de niveau 2 indique que ce risque de ESG, dont Mia vous a donné la définition tout à l'heure, doit être intégré dans le processus de décision d'investissement pour la gestion sous mandat ou pour le conseil. Voilà, et je crois que c'est désormais Tibald. Absolument. Merci. Alors, Catherine a parlé du règlement délégué 2017-565 sur les règles d'organisation dans lesquelles il y a les règles générales et les règles de risque dont Catherine vient de parler. Il y a un troisième point qui concerne les conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts qui sont régis par les articles 33 à 43 de ce règlement délégué 2017 565. Alors, le règlement délégué 2021-253 que vous voyez cité à l'écran modifie l'article 33 en ajoutant les préférences ESG dans les critères à prendre en compte au titre de la gestion des conflits d'intérêts. Alors, ça pose un problème qui est le suivant. Les conflits d'intérêts doivent être gérés pour tous les services d'investissement. Or, les préférences ESG ne doivent être récoltées que pour les services de conseil et de gestion. La question qui se pose donc est alors comment gérer les conflits d'intérêts pour les services autres que gestion et conseil. La question a été posée à notre comité juridique. Réponse en deux éléments. Le premier, c'est que l'obligation de solliciter les préférences ESG n'existe que pour les services de conseil et investissement, donc ça on l'a bien dit. Mais surtout, cette intégration des préférences ESG dans la gestion des conflits d'intérêts ne peut pas avoir pour conséquence d'obliger les établissements à récolter les préférences ESG pour les autres services. Autrement dit, pour ce qui est
de la sollicitation, enfin de la demande des préférences ESG, la modification apportée à l'article 33 ne vient pas élargir le champ d'application. Cela ne s'applique que aux services de conseil et de gestion. Donc, question, enfin réponse presque évidente, j'ai envie de dire, reste une question ouverte qui est qu'est-ce que du coup que la gestion des préférences ESG pour les autres services, sachant que pour ces autres services, nous n'avons pas ces préférences ESG. A priori, on partirait donc sur une appréciation objective, à savoir l'ESG doit être pris en compte dans les gestions de conflits d'intérêts, ce qui est parfaitement possible pour ces autres services, sans qu'on ait besoin de récolter les préférences ESG de manière précise par client. Sur ce, je repasse la parole. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Lina. Sur les évolutions à venir, alors je commence et ensuite je passerai la parole à mes collègues. Je commence par la gauche. Parmi les évolutions à venir, je ne vais pas reparler des deux premières dont on a assez largement parlé. Comme vous savez, on attend la publication des guidelines suitability et on attend la sortie du premier projet pour consultation sur les guidelines product governance. Un petit point sur la retail investment strategy. Donc, un point d'attention particulier est lié à la consultation qu'a lancée la Commission en début d'année sur les modifications qu'elle pourrait apporter au régime de suitability et d'appropriateness. Dans cette consultation, la Commission, sans être totalement claire sur l'articulation de ses propositions avec les deux régimes historiques d'appropriateness et de suitability, semble vouloir fonder ces deux régimes sur un socle commun qui sont à la fois un unique questionnaire client duquel va résulter le profilage client, qui serait portable d'un établissement à l'autre, d'une part, et d'autre part, une allocation d'actifs cibles pour ce client en particulier. Bon, même si les propositions, enfin, la façon dont ces deux piliers, si je puis dire, s'articuleraient avec les régimes historiques d'appropriateness et de suitability n'apparaissent pas complètement clairement dans la consultation de la Commission, il n'en reste pas moins que pour la MAFI, sur ce sujet, il convient de rester vigilant, car une partie de ces propositions pourrait prospérer. Il n'est pas impossible qu'ensuite de la Retail Investment Strategy, on ait des modifications à venir, notamment du régime appropriateness. En tout cas, ça fait partie des points que la MAFI va suivre. Et je te passe la parole, Stéphanie. Alors, sur cette slide, on a mis des points assez hétéroclites parce que en réalité, on aurait pu rajouter beaucoup de roues, parce que comme vous le savez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont en cours de préparation, qui ne sont pas encore arrêtés. Donc, il y a d'autres éléments que ceux-là. Mais on a noté ceux qui nous paraissent, ceux sur lesquels, en fait, on travaille le plus à la MAFI qui nous paraissent les plus centraux. Alors, un autre point que l'on considère important, c'est celui qui concerne les produits structurés ESG. En fait, les produits structurés qui ne sont pas conçus avec une enveloppe fonds, donc ils sont conçus sous forme d'obligations de MTN, sont hors champ de SFDR. Et donc, or, un certain nombre de produits structurés commercialisés sur le marché le sont en faisant état de caractéristiques de durabilité. Donc, la question qui s'est posée assez rapidement, c'est comment en fait sécuriser la commercialisation de ces produits structurés ESG, comment faire en sorte que quand ils se disent ESG, ils le soient effectivement et qu'ils puissent continuer à être commercialisés et à être commercialisés en tant que produits ESG, bien qu'ils ne soient pas dans le champ de SFDR.
Il y a donc des travaux qui sont en cours et qui sont menés principalement par l'AFPDB, l'Association française des produits de bourse. Ce sont des travaux auxquels l'AMAFI ainsi que la FBF s'associent et qui visent à développer dans un premier temps une charte de place qui viendrait en fait définir les conditions dans lesquelles, enfin les conditions que devrait respecter un produit structuré pour être considéré comme ESG. Ces conditions portant à la fois dans la proposition sur laquelle nous travaillons à ce stade, portant à la fois sur l'émetteur du produit, mais aussi sur le sous-jacent de ce produit. Des premiers contacts ont été pris avec les autorités, avec le Trésor et l'AMF sur ce sujet. Nous avons eu également quelques réunions avec les adhérents dont certains d'entre vous, auxquels sans doute certains d'entre vous ont participé. Nous avons pour objectif de pouvoir publier un premier jet sous forme de charte à l'automne, au début de l'automne, sachant que l'ambition est de créer un label et de ne pas s'arrêter à cette charte. Alors, je ne veux pas être trop longue là-dessus, mais juste pour vous dire que ce sujet, il est intimement lié à celui des dérivés dont Catherine a parlé précédemment et au sujet un petit peu de principes sur lequel un certain nombre de personnes au niveau des autorités et des institutions achoppent, qui est celui de pouvoir considérer même qu'un dérivé ou qu'un produit incluant un dérivé participe à la durabilité. Donc, on est sur un sujet qui est sensible et qui fait intervenir des sensibilités très différentes. Donc voilà, on essaye d'avancer néanmoins, en particulier sur le sujet des produits structurés. L'autre point qui va être important pour l'industrie, c'est la taxonomie sociale. Et là, je passe la parole à Delphine, je crois. Non, c'est bien. Ah, Simia, pardon. Pas de souci. Effectivement, en matière de taxonomie sociale, c'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé jusqu'à présent. Et là-dessus, le point d'attention, c'est que dans la continuité en fait des travaux de la Commission européenne, une plateforme mise en place sur la finance durable a publié le 28 février dernier son rapport final sur la taxonomie sociale. Et les aspects environnementaux et sociaux font en effet partie de la stratégie de financement durable de l'Union européenne depuis le tout début. Et il a été largement reconnu qu'il existe un besoin d'investissements sociaux pour à la fois atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda de 2030 de l'ONU et d'autre part afin de créer en fait le marché intérieur social défini dans le traité sur l'Union européenne. Et par ailleurs, la forte demande d'obligations sociales pour financer des logements sociaux, des soins de santé et des emplois pour les groupes cibles, et aussi un autre indicateur du fait que les investisseurs considèrent les investissements sociaux comme une opportunité. Et donc, comme en atteste d'ailleurs le succès des premières obligations sociales sûres de la Commission européenne. Et cette forte demande montre également que le capital privé peut être orienté vers des activités socialement utiles. Dans le même temps, les investisseurs reconnaissent en effet que s'ils négligent les facteurs sociaux, ils courent le risque d'être associés à des violations de droits de l'homme, comme le travail des enfants ou l'esclavage. Et donc, c'est la raison pour laquelle il devient crucial de définir en fait clairement ce qui constitue en fait un investissement social, comme ça a déjà été fait pour les investissements environnementaux. Donc dans ce document, en fait, la plateforme propose donc en fait une structure pour une taxonomie sociale dans le cadre de l'environnement législatif actuel de l'Union européenne sur la finance durable et la gouvernance durable. Donc ça, c'était le focus en fait taxonomie sociale. Et ensuite le point sur la commercialisation des actifs numériques. Alors comme peut-être certains d'entre vous ont suivi les différentes étapes du projet de règlement européen MiCA, donc qui va venir en fait réglementer tant les émetteurs
que les prestataires de services sur actifs numériques. Il y a eu beaucoup de débats sur ce qui serait reconnu. On parlait beaucoup de proof of work et de pardon et d'énergie et de forte consommation en fait d'énergie, et sur la question de savoir est-ce qu'on intégrait certains en fait de ces critères dans le règlement, dans le projet de règlement MICA. Donc aujourd'hui, en dernier état des travaux, ce n'est pas le cas, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas encadré dans un second temps. Et c'est vrai que c'est évidemment un enjeu à venir, parce qu'on voit par exemple que en particulier les 25-35 ans qui sont extrêmement sensibles aux enjeux environnementaux sont les mêmes que ceux qui sont également intéressés par tout ce qui est crypto et investissement dans les crypto-actifs. Donc ça peut parfois se contredire. Mais donc là, ça reste clairement, c'est à suivre. Et je passe la parole à Delphine pour le dernier point d'attention futur sur les notations ESG. Oui, alors moi, pour terminer, c'est sur l'impact et l'importance de la notation extra-financière, parce que on a quand même une opportunité qui va bientôt s'ouvrir aux investisseurs pour qu'ils puissent parler enfin la même langue que les émetteurs en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. En effet, l'IFRS Foundation a annoncé le 3 novembre 2021, lors du sommet de la COP26, dont on a beaucoup parlé, avoir créé un conseil unique chargé de l'homogénéisation mondiale du reporting non financier. Et c'est l'ISSB. Alors, on a même un Français qui s'est été mis à la tête de l'ISSB. Donc, pour dire que vraiment, tout ce qui est information extra-financière, la France est quand même reconnue comme le leader sur le sujet. Alors, ces normes, elles devront être compatibles avec les différentes juridictions concernées. Ce n'est pas quelque chose qui est fait uniquement pour une nomenclature comptable particulière. Il va falloir vraiment aussi être compatible avec les besoins de toutes les parties prenantes. Là-dessus, l'ISSB a déjà pris acte de la future CSRD dont on a parlé, qui va obliger à publier. Donc, il y a une prise en compte de cet organisme qui est pourtant situé à Londres, donc hors Union européenne depuis quelques mois, de tout ce qui continue à se passer dans l'Union européenne, parce qu'il y avait quand même une grande réflexion, je vous en ai parlé depuis 2018, sur ces normes extra-financières. Alors, ce qui est important et ce que j'estime vraiment le plus important dans cette notation extra-financière, c'est que le lien va réellement être fait aussi avec la notation financière. Parce qu'avoir des normes qui sont complètement déconnectées de ce qui est fait en notation financière, ça n'aurait réellement eu aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose de consistant. On sait bien que, notamment quand on parle de finances durables, les deux termes sont importants. Durable, bien sûr, mais finance aussi. Donc, il y a tout l'aspect investissement qui est important. Et là-dessus, ce sont les normes financières qui comptent. Et Catherine l'a répété aussi, l'investisseur, ce dont il a besoin, c'est d'un investissement avant tout. Donc, on parle de préférence de fibres sociales, de fibres environnementales, mais vos clients, ce sont avant tout des investisseurs. Donc, l'important, c'est vraiment cette compatibilité entre les normes financières et les normes extra-financières. L'ESMA avait attiré l'attention sur ce point. L'AMF, dans ses recommandations 2021-06, avait aussi attiré l'attention sur cette nécessité de bien joindre information extra-financière et information financière. Alors, la compétition, elle est ouverte en plus parce que l'EFRAG prépare, elle aussi, ses propres normes, là aussi avec un Français à sa tête. Et là aussi, on nous a dit que la CSRD serait vraiment prise en compte et que ça permettra de faire l'audit des informations extra-financières. C'est un sujet très important aussi parce qu'on l'a vu dans CSRD, tout ce qui était commissaire aux comptes avait commencé à dire oui, mais s'il faut quelqu'un d'autre, il va falloir former. Ce sont des gens qui ne sont pas au courant. Et là, on se rend compte que vraiment ce rapprochement se fait puisque les auditeurs vont pouvoir, comme c'est en France actuellement le cas, faire les déclarations de performance extra-financière si elles s'appellent comme ça sous la nouvelle directive. Voilà, mais je laisse la place à Lina et aux éventuellement questions. Super, merci Delphine. Alors avant que vous ne commenciez à poser vos questions, je me permets rapidement de répondre à une question qu'on a reçue par email sur le support de présentation. Donc oui, nous allons partager le support de présentation avec vous ainsi que l'enregistrement de ce webinaire au plus tard demain. Donc si vous avez des questions, je vous en prie. Oui, bonjour, j'ai une question. Merci beaucoup pour cette présentation très riche.
Sur les 2 problématiques qui ont été évoquées par Catherine sur la détermination du marché cible ESG des titres de financement et des dérivés, est-ce que la MAFI a été en contact avec l'AMF et a discuté de ce sujet? Et également, est-ce que vous allez mettre à jour le guide sur la product governance? Merci. Oui, merci pour cette question. En effet, oui, en effet, on est en contact pour l'instant de manière informelle avec l'AMF sur cette question. On attend un peu de voir aussi ce qu'on va trouver dans le projet d'orientation sur la gouvernance produit qui devrait donc sortir prochainement. Il n'est pas impossible, en effet, que sur la base en fonction de ce qu'on trouvera dans ces orientations gouvernance produit, il soit nécessaire pour donner aux professionnels un peu de confort sur cette approche pour la MAFI de modifier son guide sur la gouvernance produit. Donc, pour être clair, oui, des contacts informels ont été pris avec l'AMF et il n'est pas impossible, en effet, en fonction de ce qu'on trouvera dans les orientations product governance, qu'on doive procéder à des modifications de notre guide. Merci. Alors, nous avons encore 4 minutes devant nous si vous avez d'autres questions. Bonjour, Laurence Donati, Neuflis EBC. Je vous n'avais pas parlé des fournisseurs de données. Est-ce que vous avez des insights un peu sur la réglementation sur les fournisseurs de données? Et puis, quelles interactions avec la partie assurance avec EIOPA, puisqu'on peut distribuer effectivement, vous avez rapidement évoqué le fait que les supports peuvent être utilisés en tant que support d'unité de compte. Comment est-ce que vous voyez les choses? Qui veut la prendre, celle-là? Sur la deuxième question, sur la nécessaire convergence entre les règles applicables à l'assurance vie et les règles applicables aux instruments financiers, la difficulté, elle est que le point de départ n'est pas identique. Donc, j'ai bien peur que ce ne soit pas au niveau des associations professionnelles qu'on puisse régler cette difficulté. C'est-à-dire on part de textes qui ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, les règles 1002 ne sont pas celles qu'on va retrouver dans IDD. Ce ne sont pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles de gouvernance produit, c'est pas les mêmes règles sur les industriels. Enfin bref, il y a tout un tas de divergences. Et donc, dès qu'on en a l'occasion, on réitère notre position auprès des autorités européennes qui consiste à dire faites en sorte que les deux régimes soient les plus alignés possibles. Mais pour le coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler à notre niveau à nous dans un quelconque guide, quoi. Et pour les fournisseurs de données, pour les fournisseurs de données, alors on ne travaille pas directement sur ce sujet-là, mais alors si on parle des notations extra-financières, hein, et pas uniquement de la fourniture de données brutes, c'est-à-dire la transmission de données publiées par les entreprises et qui soient répercutées sur le marché. Donc, vous avez vu qu'il y a eu une consultation de la Commission européenne sur la notation extra-financière. On a regardé un petit peu les réponses qui ont été données, qui ont l'air d'être relativement homogènes sur les problématiques soulevées, notamment le manque de transparence des méthodologies utilisées, qui rend en fait la comparaison des données difficile, la comparaison des notations difficile. Et puis, en tout cas, du point de vue de l'industrie financière, je dirais une assez belle cohérence sur le fait d'encadrer réglementairement, hein, ces agences de notation. Et puis par ailleurs, le point qui a été soulevé également, c'est un point plus de structure de marché sur ce sujet parce que
les agences de notation extra-financière sont beaucoup passées sous contrôle des anglo-saxons et des Américains en particulier, avec encore quelques acteurs européens, mais plutôt des acteurs de niche sur des aspects ESG particuliers. Et donc, comme sur d'autres sujets européens, enfin de structure industrielle européenne, il y a aussi cette problématique-là. Catherine, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, sur les fournisseurs de données, peut-être que je voulais juste ajouter, Stéphanie, à ce que tu viens de dire, c'est l'initiative FinDatex qui a conduit à définir pour les instruments financiers, notamment les instruments financiers structurés, qui a conduit à définir ce qu'on appelle un EET, donc un modèle un format de données, ESG, qui vient compléter ce qu'on appelle l'EMT. Donc, ce sont des standards de données sur l'ESG qui vont être de manière standardisée, pardon pour la répétition, permettre de véhiculer des informations ESG d'un producteur d'instruments financiers à ses distributeurs. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Oui, et sur la différence entre vraiment le secteur de l'assurance et le secteur des marchés, c'est aussi que les autorités, dès le départ, ont décidé de ne pas rentrer dans une trop grande granularité. C'est d'ailleurs pour ça, quand on a eu les textes en avril 2021, qui ont changé ce dont nous on a parlé, mais ils ont changé également pour la gestion d'actifs et ils ont changé pour l'assurance. À chaque fois, le seul point commun, c'était cette référence aux définitions SFDR et taxonomie. Mais on allait rarement plus loin. Et vous avez vu, on n'a pas pu vous dire exactement, il va falloir ça. Et comme l'a souligné Catherine, hein, il y a pas, on ne dit pas exactement ce que sont les préférences. C'est quelque chose qui est quand même très intuitif et on n'est pas du tout dans le même cadre que l'information financière. Donc, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas d'égalité et manifestement, il n'y en aura pas, en tout cas dans le dur, par les autorités européennes et parce qu'il y a une vraie difficulté aussi parce que les produits, et on le voit là, puisqu'on parlait de PRIPS, hein, on voit avec le changement pour les sociétés de gestion ou ceux qui font de la gestion de mandat, de passer d'un KID au PCVM à un KID PRIPS, c'est pas exactement la même chose. On voit que les notations sont différentes. Donc, voilà, il y a toute une difficulté quand même, parce que dès qu'on parle de notation, si on ne part pas de la même base, on voit que très rapidement, ça s'éloigne. Et sur quelque chose qui est exactement ou quasiment le même produit, quand il est passé sous une enveloppe de UC, on se rend compte que finalement, il n'a pas la même notation. Donc voilà, on comprend très bien ces difficultés. Elles sont connues des régulateurs, elles sont connues de tous les acteurs de marché, mais pour l'instant, comme l'a dit Stéphanie, on a du mal à apporter une solution. Je vois qu'on a une question dans le chat sur le fait d'avoir plus d'informations sur les travaux, sur les produits structurés ESG. Alors, peut-être ce que je peux ajouter à ce que j'ai dit précédemment, c'est que les producteurs, en tout cas ceux qui sont réunis au sein de l'AFPDB, se sont mis en ordre de marche pour pouvoir transmettre à leurs distributeurs le fait que leur produit est ESG ou pas via l'EMT et qu'il y a des réflexions par ailleurs au niveau de l'ESIPA, qui est l'Association européenne des produits structurés, pour pouvoir fournir des informations plus précises sur les 3 éléments des préférences clients, l'alignement avec taxonomie, l'alignement avec SFDR et la prise en compte des PAI. Donc, les réflexions sont en cours sur ces sujets-là. Pour ce qui concerne la charte / le label, je ne sais pas si vous voulez des informations supplémentaires sur le contenu. Sur le contenu, sachez que ce qui est prévu à ce stade, ce sont des conditions portant sur l'émetteur du type l'émetteur est engagé dans des initiatives internationales, comme par exemple, il a signé les Principles for Responsible Banking. Voilà, il y a également des conditions portant sur les sous-jacents, qui sont des conditions inspirées en fait d'obligations réglementaires actuelles, comme celles qui ont été posées par l'AMF dans sa position 2020-03 et qui exigent qu'un certain pourcentage de l'univers soit exclu pour que le sous-jacent soit considéré comme ESG. Donc voilà le type
de conditions qui sont posées à ce stade. Mais sachez que des discussions doivent avoir lieu avec l'AMF avant que cette charte puisse être approuvée et que les établissements puissent s'engager sur cette charte et distribuer des produits qui soient conformes. Donc il y a encore un petit peu de travail, notamment en termes de discussion avec l'AMF et qui vont sans doute aboutir à des aménagements. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions ou si j'ai répondu à votre demande. Florence Gréau, Société Générale. Moi, j'avais une question en amont, en fait, sur le côté émetteur. Donc, je comprends qu'il y a des travaux de l'EFRAG en ce moment pour définir des normes, des standards pour le côté émetteur. Est-ce qu'on a une idée du calendrier de production de ces normes et quand est-ce qu'on va pouvoir en fait travailler sur le passage du côté émetteur CSRD au passage PSI Product Governance? Oui, alors là, c'est vraiment le flou. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une question de compétition. Alors, ça s'est bien accéléré, hein, au départ, ça allait très lentement. Il y a eu même un temps où j'ai cru que ça allait un peu reculer parce que les discussions sur CSDR avaient reculé d'une année le calendrier. Mais non, normalement, sincèrement, je pense qu'au printemps, on aura déjà au moins les travaux de l'EFRAG, puisqu'on a déjà les travaux. La consultation, elle est ouverte, je ne sais plus si c'est fin juillet ou fin août pour les SSB, où on a quand même déjà quelques normes. L'EFRAG, elle va les sortir aussi. Sincèrement, je pense qu'on aura pas mal de choses qui vont arriver pour l'automne. Alors après, de là à faire le lien avec ce qui sera vraiment possiblement utilisé par les émetteurs, du coup complètement dans le dur et qui pourra après revenir sur les psys qui commercialisent, ça, il y a évidemment un petit décalage. Mais l'utilisation, je pense par contre que l'utilisation sera rapide parce que dès que les normes vont être mises en place, elles pourront être utilisées. On verra déjà quels sont les référentiels et ça permettra d'aller un peu plus vite. Surtout, comme on vous l'a dit, tous les travaux sur les autres sujets continuent. Je n'ai pas évoqué, mais il y a aussi tout ce qui est biodiversité qui avance de son côté. Donc, on va avoir tout ce travail-là qui provoque beaucoup d'intérêt. Et donc, pour la commercialisation de ces produits, on va pouvoir se référer à ces travaux et à ces normes qui vont arriver sur ces sujets-là, qui ne seront plus uniquement dédiés au climat. Mais je reste confiante. Merci. Je vois qu'il est 11h07, Lina. Oui. Ouais, je vois aussi que nous arrivons au bout de notre webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser par email. Je rappelle que l'on vous enverra le support de présentation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Et donc, nous vous remercions pour votre participation et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de matinée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.